L'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres. Les scrutins de 2018 se préparent déjà au Togo. Ce jeudi, les députés à l'Assemblée nationale ont élu les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, organe qui aura la charge d'organiser les différentes élections. Depuis 2014, que faudra-t-il retenir de la coopération entre le Togo et l'UNFPA? Des consultants ont réalisé une mission d'évaluation en ce sens, à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, le Togo a-t-il été un bon élève en matière de protection des droits humains? Il faudra attendre la présentation de son 3e rapport périodique à Genève pour le savoir. Pour l'heure, les experts nationaux finalisent le document. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Nous vous présenterons dans le courant de cette édition le communiqué ayant sanctionné ce conseil. À l'Assemblée nationale, ce jeudi, la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire a été consacrée à l'élection et à la nomination des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les membres ainsi élus ou nommés auront un mandat d'1 an conformément à la loi. Ils auront en charge l'organisation du référendum des locales et des législatives. À cette plénière qui a vu l'élection de 12 membres sur les 17, l'opposition parlementaire était absente. Elle n'a donc pas présenté de candidat tel que prévu par le code électoral. Les précisions avec Pierre Soussoupo. Un nouveau pas de franchi vers l'organisation des prochaines échéances électorales au Togo. La Commission électorale nationale indépendante CENI se constitue. À cette plénière, les députés ont porté leur choix sur les membres devant siéger au sein de cette institution. Sur les 17 membres, 12 ont été élus par les députés conformément au code électoral. Le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale interviendra constitutionnellement à partir du 14 juillet 2018. Donc, la mise en place de la nouvelle CENI s'imposait tout naturellement. La CENI, dont les membres viennent d'être élus et nommés par vous, devra immédiatement commencer sa mission en vue d'organiser ces élections législatives. En plus de ces élections législatives, la nouvelle CENI aura aussi à organiser les élections locales et bien sûr le référendum constitutionnel qui, lui, devra être organisé plus tôt, dans quelques mois tout simplement, et cela également reviendra à cette CENI d'organiser ce référendum constitutionnel. Vu la qualité des membres que vous avez élus et nommés tout à l'heure, je ne doute pas un seul instant que ces membres n'auront pas la capacité pour exécuter les tâches nécessaires à l'organisation de ces différents scrutins. Parmi les 12 membres, 6 ont été élus, 5 désignés par la majorité parlementaire, 1 par l'administration. Les candidats sont issus des partis politiques extra-parlementaires, des organisations de la société civile et du Parti uni. L'opposition parlementaire n'a pas fait enregistrer les noms des 5 membres qu'elle devra désigner. Elle s'est d'ailleurs distinguée par son absence au cours de ce vote. Les nouveaux membres de la CENI ont un mandat d'1 an. Ils auront en charge l'organisation des prochaines élections locales, législatives et le référendum.
Le 6e programme de coopération signé entre le gouvernement togolais et l'UNFPA pour la période 2014-2018 tire à sa fin. Pour s'assurer du bon déroulement du projet, une évaluation a été réalisée par des consultants internationaux. Au terme de leur mission, ils ont présenté les résultats de l'évaluation que nous font découvrir tout de suite Tabitha Kako et Carmen Madji Akako. En 3 ans et demi, des efforts ont été faits par le gouvernement togolais avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en matière notamment de la promotion du genre, de la réduction de la mortalité maternelle et du respect des droits humains. C'est ce que relèvent les résultats de l'évaluation du 6e programme de coopération UNFPA Togo 2014-2018. Selon ce rapport, le 6e programme a fait montre d'une grande efficacité dans la réalisation des projets et programmes avec des performances au-dessus des niveaux prévus. Nous allons tenir compte des recommandations qui ont été faites pour prendre un peu de recul et voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre dans le 7e programme avec beaucoup plus de réalisme et avec beaucoup plus de partenariat avec les différents parties impliquées dans la mise en œuvre d'un programme de développement comme celui-ci. Le rapport a fait aussi état des possibilités d'amélioration dans les stratégies pour plus d'efficience et d'efficacité. Pour le ministère de la Planification, il est nécessaire de promouvoir l'ancrage institutionnel et communautaire des recommandations formulées à l'endroit des acteurs. Les conclusions ont été partagées. Cela permet à tous les acteurs de développement de prendre conscience des acquis et des faiblesses afin de pouvoir, sur la base de ces inefficiences, pouvoir véritablement mieux adresser les cycles de planification à venir. Cette rencontre nationale de dissémination des résultats de l'évaluation du 6e programme de coopération UNFPA Togo 2014-2018 ouvre donc la voie au processus devant conduire le gouvernement togolais et l'UNFPA à l'élaboration et la conclusion de leur 7e programme de coopération 2019-2023. Du 24 au 26 novembre prochain se tiendra à Lomé la 34e conférence ministérielle de la francophonie. En prélude à ce rendez-vous, une rencontre des experts en développement local s'est ouverte ce matin à Lomé. Il s'agit de les initier à la démarche et aux outils d'intégration de développement durable, ODD, pour orienter la planification locale vers la durabilité. Dédé Koussao, Sonia Aminikou. Que faire pour harmoniser le plan de développement local et communal avec les objectifs de développement durable dans les pays africains membres de l'Organisation internationale de la francophonie? Cette problématique est au cœur de la rencontre des experts en développement local de la dite organisation. Ces acteurs vont être formés sur les stratégies et les outils d'intégration des ODD dans les documents de planification locale. Aujourd'hui, il est question de former les acteurs des ministères, mais également ceux qui appuient les collectivités territoriales pour s'approprier des outils méthodologiques qui permettront par à coup de pouvoir apporter l'expertise sur la démarche d'intégration des ODD dans les plans de développement au niveau communal et local. Et cela est très important pour nos pays, pour pouvoir avoir un développement équilibré, durable de notre pays. Donc c'est un travail vraiment concret de créer une grille de priorisation des différentes richesses à l'échelle locale qui peuvent constituer aussi des facteurs de financement de l'économie locale pour contribuer à améliorer les recettes dans les communes afin de pouvoir contribuer à réaliser la lutte contre la pauvreté. Cette rencontre est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et s'inscrit dans la dynamique du projet francophone d'appui au développement local. Elle vient en prélude à la 34e conférence ministérielle de la francophonie prévue à Lomé du 24 au 26 novembre prochain.
Je vous l'annonçais également en titre, le Togo va très bientôt soumettre son 3e rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres traitements inhumains au comité de lutte contre ces fléaux. C'est une démarche qui permet d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever en matière de cette lutte. Et le document du dit rapport est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et selon les défenseurs des droits humains, la peine de mort serait une forme de traitement inhumain. Et le 10 octobre est d'ailleurs consacré Journée mondiale de lutte contre ce phénomène. Au Togo, une table ronde a été organisée pour permettre aux acteurs de la société civile, les forces de l'ordre et la population d'échanger sur la problématique de la peine de mort et de la vindicte populaire. Bienvenue au Dokwe, Medina Salami. Depuis 2009, le Togo a voté la loi contre la peine de mort. Plusieurs actions ont été menées pour mettre fin à la peine de mort dans le pays. Cependant, la vindicte populaire peine à disparaître. L'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT, interpelle les acteurs de la vie nationale sur le phénomène à l'occasion de la journée mondiale célébrée ce 10 octobre. Et c'est à travers une réflexion autour du thème « La pauvreté, cause de la peine de mort et de la vindicte populaire ». La CAT Togo a convié à cette table ronde pour que tous les Togolais puissent ensemble réfléchir, cogiter sur le phénomène de la vindicte populaire pour formuler des recommandations à l'endroit de l'État, de la population et de la société civile. L'une est la sensibilisation qui est demandée, que ce soit au niveau de l'État, de la population et de la société civile, qu'ils puissent sensibiliser la population pour qu'ils mettent en exergue la sacralité du droit à la vie. La mise en œuvre de ces recommandations permettra d'assurer un monde sans peine de mort et de vindicte populaire selon les responsables d'ACAT. Ils invitent donc tous à œuvrer pour une meilleure protection du droit à la vie. Je vous rappelle que le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essoziemna Gnazingbe. Et nous vous présenterons dans le courant de cette édition tout à l'heure donc le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Et lorsque les personnes en conflit avec la loi ne sont pas condamnées à la peine maximale, elles se retrouvent dans les centres de détention pour purger leur peine. Et bien depuis un moment, la justice togolaise est en pleine modernisation. Et ce matin, les acteurs de l'administration pénitentiaire sont à l'école du droit pour mieux prendre en charge les détenus. Riche Degbe, Patrice Bokor. Le respect de la dignité humaine n'est pas seulement destiné aux personnes libres, mais aussi aux détenus. Le Centre de formation des professions de justice veut amener les acteurs de l'administration pénitentiaire à plus d'efficacité dans la gestion et le traitement des individus se trouvant derrière les barreaux. Droits humains en milieu carcéral, c'est le thème retenu pour la formation. Comment faire en sorte, avec le peu de moyens que l'État offre à ces structures, offrir un cadre de vie acceptable aux personnes privées de liberté et faire en sorte que le travail de réinsertion qui se fait dans ces milieux puisse se faire avec le peu de moyens et en même temps avec le respect des normes en la matière. Indicateur par excellence, le respect des droits des détenus dans les prisons permet aussi d'évaluer le respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans un pays. Les acteurs pénitentiaires veulent dans ce sens rectifier le tir afin d'améliorer leur savoir-faire. Dans les prisons de notre pays, il y a les acteurs qui volontairement ou involontairement, ils ont les détenus eux-mêmes, violent les droits de ces détenus. Et nous avons constaté aussi qu'il y a une certaine disparité entre les pratiques qui se font dans ces différentes prisons. Donc c'est pourquoi le Centre de formation des professions de justice a eu l'idée de réunir tous les différents acteurs afin que ces derniers puissent réfléchir sur les mauvaises pratiques qui se font actuellement et voir comment est-ce qu'il faut harmoniser ces pratiques-là dans l'optique d'améliorer les conditions de détention dans notre pays.
L'intérêt de cette formation, c'est qu'à la fin, nous puissions aboutir à une sorte de règlement intérieur pour que les pratiques soient les mêmes dans toutes les prisons de notre pays. À ce titre, l'Assemblée nationale a voté le 6 octobre 2017 dernier une nouvelle loi pour le mécanisme national de prévention de la torture à la CNDH. Et on en vient maintenant au Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi, je vous l'annonçais, au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 12 octobre 2017. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 12 octobre 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe. Le Conseil a examiné et adopté un projet de loi et de décret, procédé à une nomination et abordé un divers. Au titre du projet de loi, le projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte révision du Code des douanes nationales. Parmi les grands chantiers engagés par le gouvernement depuis quelques années dans le cadre de son programme de modernisation de l'administration des douanes, figure en bonne place la révision et l'adoption d'un nouveau Code des douanes. Lors de l'élaboration des textes d'application de la loi du 28 avril 2014 portant Code des douanes nationales, il est apparu nécessaire d'adapter le dit Code à la loi du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes OTR. D'autres insuffisances ont été relevées respectivement lors des séances de sensibilisation et de vulgarisation de ce code. Le présent projet de loi, qui met entre autres un accent particulier sur la dimension sensibilisation, une fois adopté, donnera les outils à l'administration douanière de notre pays de mieux mobiliser les ressources financières afin de permettre au gouvernement de financer sa politique de développement tout en renforçant et en facilitant les droits des usagers et partenaires en général et des opérateurs économiques en particulier. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte approbation de la stratégie de développement et de promotion du secteur privé au Togo. Le défi de l'éradication de la pauvreté dans les pays en développement, dont le Togo, passe nécessairement par l'augmentation significative et soutenue de la croissance économique. Le secteur privé étant essentiel pour la croissance et la création de richesses dans un pays, car créant des emplois décents et offrant des opportunités pour un développement inclusif, il devient alors impérieux de le doter d'une stratégie qui lui permette d'être prospère et d'en prendre son plein essor afin de contribuer à promouvoir une croissance inclusive et à créer des emplois nouveaux et décents pour les populations et particulièrement pour les jeunes. Dans le contexte actuel des réalités togolaises, marqué par la volonté du chef de l'État de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030, il s'agit à moyen et long terme d'améliorer de manière significative et durable le niveau de vie des populations en s'attaquant aux principales causes de la pauvreté par la consolidation des bases d'une croissance forte et soutenue. L'adoption de la présente stratégie vise donc à doter le Togo d'un outil de promotion des activités du secteur privé. Le second décret, adopté par le Conseil des ministres, porte attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale du contrôle financier. La mise en œuvre en cours du nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques issu de la transposition des directives portant cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va faire évoluer la mission du contrôle financier, son organisation et les modalités de son contrôle. Le nouveau cadre légal met l'accent sur la gestion axée sur les résultats assortis d'indicateurs. Ainsi, le rôle du contrôle financier devient plus important dans ce nouvel environnement. Le contrôle financier est exercé sur les dépenses du budget de l'État, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes, ainsi que sur les dépenses et les recettes des collectivités territoriales et des organismes publics. La présente réforme réaffirme le principe d'intervention du contrôle financier dans la phase administrative de la dépense et intègre les éléments de modernisation de ce contrôle traditionnel. Le rôle du contrôle financier est élargi
aux véritables enjeux des finances publiques liés notamment au contrôle de la soutenabilité budgétaire et à l'efficacité de la dépense. Au titre des divers. En divers, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu compte au Conseil des manifestations publiques organisées depuis le 19 août 2017 par les partis politiques ou coalitions de partis politiques. Dans l'ensemble, les manifestations organisées par le parti UNIR se sont déroulées dans le respect de la loi et sans aucun incident. En revanche, celles organisées par la coalition de 14 partis politiques de l'opposition se sont soldées par moments par des débordements et des incidents, notamment le 19 août, les 7 et 20 septembre et le 5 octobre 2017. Concernant particulièrement la manifestation du jeudi 5 octobre, dès le début des marches qui avaient 3 points de départ, certains groupes de manifestants se sont détachés de la masse pour ériger des barricades sur les artères dans différents quartiers de la ville de Lomé, avant de rejoindre les autres manifestants plus tard. Par endroits, des pavés ont été arrachés, entraînant la dégradation de la chaussée. De même, au cours de leur marche, des manifestants se sont livrés à des actes de vandalisme et de violence sur des commerçants et leurs installations et sur des paisibles citoyens qui vaquaient librement à leurs occupations. Le même genre de violence et de débordement a été constaté également à Sokodé, paralysant le trafic routier vers les pays de l'Interland. Certains manifestants sont même allés dans les écoles cherchant à déloger les enfants en vue de les forcer à se joindre à la manifestation. Le gouvernement condamne cette attitude irresponsable et contraire à l'esprit de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique au Togo. Le gouvernement déplore par ailleurs que certains leaders politiques se livrent à des incitations à la violence et à la haine en encourageant leurs militants via les réseaux sociaux à s'en prendre aux forces de l'ordre et aux autorités. Le gouvernement réitère sa volonté d'apaisement et de cohésion et invite la population à œuvrer pour le vivre ensemble et la paix sociale. Au titre des nominations, le Conseil a procédé à la nomination du secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Fait à Lomé le 12 octobre 2017, le Conseil des ministres. Et je vous donne une lecture de ce décret portant nomination. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le lieutenant-colonel Akobi Messan, officier de gendarmerie, est nommé secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. L'aide de l'État togolais à la presse pour le compte de l'année 2016 est déjà disponible. Elle s'élève à 100 millions de francs CFA et sera octroyée à 86 organes de presse. La nouvelle a été portée à la connaissance des différents bénéficiaires ce jour au siège de la RAC au cours d'une rencontre d'information et d'échange sur les modalités d'octroi de cette subvention. Des précisions avec Augustin Kossi. Les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse présentées étape par étape aux responsables des organes de presse au Togo. Les échanges ont porté notamment sur les critères et le processus de répartition de cette subvention pour l'exercice 2016. 100 millions de francs CFA ont été octroyés par l'État à la presse et 86 organes ont été retenus selon les critères préalablement définis. Pour bénéficier de l'aide de cette année, il fallait, pour ce qui est de la presse écrite, avoir au moins 51% de parution selon sa périodicité, exister depuis 12 mois avant la période concernée par l'aide. Il ne fallait pas avoir des sanctions de la HAC ou de l'ETM. Mais pour cette année, nous avons tenu à ce que les postulants introduisent une demande. Donc c'est valable aussi pour l'audiovisuel, il faut introduire une demande et c'est sur cette base-là que nous avons organisé la répartition. Mais la particularité porte sur deux aspects. Un bonus a été accordé aux médias
qui utilisent des journalistes professionnels et ensuite ceux qui protègent leurs employés. La protection de l'employé ici, c'est essentiellement sa déclaration à la Caisse de sécurité sociale. À l'examen du rapport de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse, mise en place pour l'étude des dossiers, les médias audiovisuels et la presse écrite sont concernés. Les montants sont affectés à chaque type de médias et aussi par catégorie. Et donc pour les télévisions, ça fait un montant de base 2 350 000 francs CFA. Alors pour les radios, il y a 2 catégories, radio commerciale et radio communautaire. En ce qui concerne les radios commerciales, on a essayé de catégoriser ça encore. De ceux qui font de 0 à 14 heures de grille de programme, eh bien, ils ont un montant fixe donné. Ceux qui sont entre 0 heure et 19 heures, leur montant augmente également. Et ceux qui sont au niveau celles qui sont au niveau de la tranche 0 à 24 heures, eh bien, ils ont également un montant beaucoup plus consistant. Au niveau des radios communautaires, le montant de base, c'est 750 000. Et donc, auquel il faudra ajouter éventuellement les bonus. En ce qui concerne la presse écrite, il y a plusieurs catégories également. Il y a les quotidiens, il y a les bi-hebdomadaires, il y a les hebdomadaires, il y a les bimensuels et il y a les mensuels. Alors donc, selon chaque catégorie, eh bien, nous avons constitué 3 tranches. Entre 51 et 69%, vous avez donc un certain montant qui est affecté à cela, selon la catégorie bien entendu, et entre 70 et 79%, deuxième tranche et troisième tranche, c'est entre 80 et 100%. Il faut saluer la clé de répartition de cette année. J'ai postulé et je crois que je suis bénéficiaire. Et par rapport à la clé de répartition, je pense que ça a été bien fait. C'est un travail qui a été bien abattu. Ils ont laissé les critères que nous craignions auparavant et ils se sont basés sur les critères antérieurs et encore du bonus. Pour nous, on ne s'y attendait pas. Ça peut nous permettre de nous soulager, de régler un certain nombre de problèmes, surtout au niveau de l'imprimerie, de ces choses-là, et les frais d'électricité et de sièges que nous avons accumulés jusqu'à présent. L'aide de l'État à la presse représente la subvention principale de la presse. Et notre environnement ne fait pas promouvoir les différentes sources de revenus à la presse. Donc quand vous prenez par exemple la vente des journaux, ça n'apporte pas grand-chose. Vous prenez le marché publicitaire, ça n'apporte pas grand-chose. Donc aujourd'hui, presque toute la presse togolaise attend toujours l'aide de l'État. Et donc elle représente aujourd'hui une source de revenus principale. 91 organes de la presse privée au Togo avaient souscrit à cette aide pour le compte de l'année 2016. Les bonus qui ont été octroyés sont destinés à encourager les patrons de presse et à les exhorter à plus de professionnalisme et à la responsabilité. Et puis cette information pour poursuivre cette édition, le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a reçu hier mercredi son homologue béninois Patrice Talon en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Ce voyage du président béninois à Lomé s'inscrit dans le contexte du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et qui fait suite à sa tournée dans la sous-région ouest-africaine qu'il a conduit notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Ghana. Outre les questions d'ordre bilatéral, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions sous-régionales et internationales liées à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et à la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays. Il faut noter que c'est la deuxième fois que le président béninois, Patrice Talon, effectue une visite au Togo. La première remonte à mars 2016, juste au lendemain de son élection à la tête du Bénin. Est lié par la géographie et l'histoire, mais surtout par l'amitié et la fraternité, le Togo et le Bénin accordent une importance particulière à l'entretien des relations de bon voisinage et à la mise en œuvre d'une coopération bilatérale fructueuse.
Le rôle des ressources humaines de l'administration publique dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. C'est autour de cette thématique que s'est ouverte ce jeudi une rencontre de 2 jours. Organisée par le ministère de la fonction publique avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette rencontre d'échange et de partage vise à rendre l'administration publique togolaise plus dynamique en vue d'offrir un service de qualité à la population pour ainsi faciliter la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Fafa Dalmeda et Antoinette Omaovovor pour des précisions. La modernisation de l'administration publique s'accompagne d'une gestion des ressources humaines permettant à la fonction publique de répondre efficacement aux attentes des fonctionnaires. À l'heure de la mondialisation où la concurrence devient de plus en plus rude, il est important d'avoir une véritable administration publique axée sur la performance en adéquation avec l'évolution des sciences et de la technologie. L'objectif de cette rencontre est d'inviter tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle dans la gestion des ressources humaines pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les gestionnaires des ressources humaines sont ceux-là qui contribuent à mettre les connaissances de leurs agents à jour à travers les informations qui portent à ceux-ci, à travers la formation et tout ce qui est lié à la gestion du personnel ou des ressources humaines. Il y a un des objectifs des ODD qui a un lien direct avec la gestion des ressources humaines. Donc pour une administration performante en vue d'offrir des prestations de qualité à la communauté, il faut des hommes et des femmes capables de porter cette gestion. La mission des acteurs de la gestion des ressources humaines dans l'administration consiste alors à s'inscrire dans une démarche inclusive visant à améliorer le service public. L'un des objectifs d'une politique publique de gestion des ressources humaines est d'offrir à chaque fonctionnaire une possibilité de carrière tout au long de sa vie professionnelle. Il s'agit donc de mieux gérer les agents pour mieux servir les autres fonctionnaires de l'administration publique. L'actualité politique avec la Constitution de 1992 qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines dans notre pays. Eh bien, le sujet fera objet également d'un colloque qui s'ouvre demain à l'Université de Lomé. De quoi sera-t-il concrètement question? Pour nous en parler, nous avons ce soir sur ce plateau professeur Essor Hanam Bachana. Il est maître de conférences en histoire contemporaine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, dites-nous, pourquoi un colloque sur la Constitution de 1992? Rappelons que le Togo est un laboratoire en matière constitutionnelle. En témoigne la pluralité des constitutions que le Togo a connues, mais en témoignent également les différents accords qui ont été signés entre les acteurs politiques et dont la mise en œuvre est difficile. La Constitution de 92 est la 4e du genre que le Togo a connue et elle est la résultante de la conférence nationale souveraine. Votée en référendum le 27 septembre 1992, elle a été adoptée et promulguée par le président de la République le 14 octobre de la même année. Aujourd'hui, elle fait 25 ans. La célébration de ces 25 ans, qui est un âge de maturité, est faite sur juridique. 25 ans après, les chercheurs ont voulu faire le point, faire le bilan de la pratique, notamment textuelle et de la pratique constitutionnelle, de sorte à apporter de la lumière, à éclairer les décideurs sur les faiblesses, mais également les forces de cette constitution, de sorte que le débat qui est en cours puisse être nourri de la réflexion des chercheurs que nous sommes. D'accord. Alors, professeur, le colloque durera 2 jours. Et, concrètement, de quoi vous allez parler durant ces 2 jours-là? Disons qu'il y a 3 thématiques majeures, regroupées en 3 grandes parties. Il s'agira, dans la première partie, donc dans un premier temps, d'analyser la Constitution de 1992 à l'aune du texte, du contexte, mais également de la pratique. La deuxième partie, qui va être ouverte à partir de l'après-midi de demain,
sera consacrée notamment aux questions de réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle. Et la troisième partie qui met en œuvre les acteurs politiques, institutionnels, constitutionnels, mais également les acteurs de la société civile, sera réservée à ce que nous appelons une table ronde autour des questions politico-juridiques. De sorte que chacun des acteurs, parties prenantes du débat, puisse apporter la lumière, sa lumière, de sorte que le peuple togolais soit suffisamment éclairé. D'accord. Alors, professeur, c'est vrai que vous l'avez déjà évoqué. Et qui sont attendus à cette rencontre, à ce colloque-là? C'est d'abord principalement les chercheurs, universitaires et praticiens de droit. Universitaires, nous avons les historiens politiques, nous avons les analystes politiques, nous avons également les spécialistes de droit, notamment du droit constitutionnel. Les praticiens du droit, que sont les juges et les avocats, mais nous ouvrons également la thématique du colloque à la société civile, de sorte que les acteurs de la société civile, qui sont parties prenantes également du débat, puissent apporter la lumière sur cette question. Mais bien évidemment, ce débat ne peut pas se tenir en dehors des hommes politiques qui sont les principaux acteurs et praticiens de la Constitution. Les hommes politiques également seront invités. Donc nous disons que trois grandes thématiques en termes de thématiques de ressources humaines également. Les chercheurs universitaires, la société civile, mais également les partis politiques. D'accord. Alors, professeur, avant de vous laisser partir, alors est-ce que la population togolaise, le Togolais lambda peut venir suivre ce colloque-là? Le colloque est ouvert à tout le monde. Il ne s'agira pas simplement d'un débat entre hommes de science, mais tous ceux-là qui seront intéressés par la question peuvent participer également au débat. D'accord. Merci beaucoup, professeur, et nous souhaitons déjà un bon colloque. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je rappelle donc que professeur Issa Hanam Bachana est maître de conférence en histoire contemporaine et il était là pour nous donner un aperçu du colloque sur la Constitution de 1992, colloque qui s'ouvre donc demain à l'Université de Lomé. La suite de cette édition, plusieurs associations de jeunes se sont mises ensemble pour convier les jeunes du canton de Baie ce jeudi à une grande sensibilisation sur la paix et la non-violence. Le compte rendu avec Dodo Waré. Ils sont tous présents, autorités traditionnelles et religieuses, jeunes du canton de Baie, pour s'approprier les valeurs liées à la fraternité et au vivre ensemble. C'est une coalition de plusieurs associations de jeunes leaders engagés dans la promotion de la paix et de la tolérance. Nous voulons préserver la paix dans notre pays, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Les chefs traditionnels ont salué cette initiative qui exhorte les jeunes à une prise de conscience et à l'adoption d'un comportement civique et citoyen. Nous, en tant que garants des us et coutumes, nous sommes venus pour les appuyer dans cette sensibilisation et nous-mêmes prendre ce message et les transmettre à nos jeunes, puisque cette jeunesse est la relève de demain. Avec la violence, il y a les dégâts matériels, des pertes en vie humaine et beaucoup de choses, ça arrive aussi à ralentir l'économie du pays. Ça ne peut pas nous avancer. Donc, appuyer ce collectif qui a eu l'initiative là pour qu'il puisse aller de l'avant et sensibiliser les jeunes pour que d'ici, dans les années à venir, on puisse retrouver une jeunesse solide et que ce Togo puisse aller de l'avant. Cette rencontre de formation des jeunes se poursuivra dans plusieurs autres cantons pour la préservation du climat de paix et de cohésion nationale. Direction maintenant Tchaoudjor, où une délégation des cadres du parti UNIR de la préfecture était ce mercredi dans certains villages de la préfecture. C'était pour une remise de kits scolaires aux apprenants en ce début d'année scolaire. Le compte rendu avec la marque Bojona. C'est devenu une tradition pour les cadres du parti Union pour la République à chaque rentrée scolaire de faire le déplacement de leur localité pour soutenir les élèves et les parents qui éprouvent des difficultés d'accès aux fournitures scolaires.
7500 cahiers et des articles scolaires. C'est le don apporté par la délégation des cadres du Parti UNIR de Tchaoudjo pour les apprenants des établissements de Tchavadi, Kidji, Kancho, Bounda et de Nada. Ce cadeau vient à point nommé à partir du moment où certains parents actuellement n'ont pas encore le nécessaire. Dans les classes, on trouve des enfants sans ardoise, sans bic. Je crois qu'avec ceci, on aura un bon pourcentage à la fin de l'année. Parce que quand un enfant a de quoi s'en servir pour écrire, pour étudier, je crois que le rendement va s'accroître. Je tiens sincèrement à dire merci, un sincère merci à notre donateur, le commissaire Adoui. Merci qui va arriver certainement à son excellence, Monsieur le Président Fort Sozum Nagnasimbe. Outre ce don de fournitures scolaires, les cadres du Parti UNIR de Tchaoudjo ont attiré l'attention des populations sur le climat sociopolitique du pays en les appelant à la culture citoyenne. Au cours de toutes ces cérémonies de remise de fournitures, nous avons profité de l'occasion pour passer des messages de paix, de tolérance, de convivialité entre les fils et les filles de la préfecture et entre les fils et les filles du Togo. La paix est une denrée très rare. Nous avons l'obligation de la sauvegarder. Tel est le message que nous avons passé aux élèves. De la même façon, nous avons profité de l'occasion pour leur demander de ne pas se laisser aller à la violence, de ne pas se laisser aller par des promesses qui ne pourront jamais aboutir, de tenir le cap pour préparer leur avenir afin qu'ils puissent être la bonne relève de demain. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Les intervenants à cette remise de fournitures scolaires ont encouragé les enseignants à donner le meilleur d'eux pour la réussite des apprenants relève de demain. Demain, 13 octobre, sera célébrée par la communauté internationale la journée de la prévention des catastrophes. Et vu l'impact négatif qu'ont ces catastrophes sur l'environnement et pour les hommes, cette année, les actions visent essentiellement la réduction de l'exposition des communautés au risque de catastrophes afin de garantir de meilleures conditions de vie aux populations. Le thème retenu est donc « Jamais aussi bien que chez soi ». Réduire l'exposition au risque et les déplacements forcés. Et à la veille de cette célébration, le ministre en charge de la sécurité se prononce. Le compte rendu de son message avec Rachel Aokou et Augustin Kossi. La question de la réduction des risques de catastrophes se pose avec acuité et est au cœur des préoccupations en matière de développement durable. Les catastrophes affectent des millions de personnes et occasionnent des pertes économiques considérables estimées à des centaines de milliards de dollars à travers le monde. La journée du 13 octobre dédiée à la promotion d'une culture de réduction des risques de catastrophes met en place des mesures plus efficaces de prévention à l'instar de celles établies en 2015 au Japon sous l'égide des Nations Unies. Ce cadre interpelle les États, parties prenantes, à appréhender la problématique des risques de catastrophes naturelles comme une priorité de développement en mettant un accent plus soutenu sur l'aspect prévention et réduction à travers ces 4 priorités, notamment la compréhension des risques de catastrophes, le renforcement de la gouvernance des risques de catastrophes afin de mieux les gérer, l'investissement dans la réduction des risques de catastrophes aux fins de la résilience, et enfin le renforcement de l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et reconstruire à mieux durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction. Et justement, le thème de cette année, jamais aussi bien que chez soi, réduire l'exposition aux risques et les déplacements forcés, répond mieux à l'un de ses objectifs. Il interpelle tous les acteurs à œuvrer pour une réduction sensible du nombre de personnes affectées par les catastrophes. Le thème de cette journée nous interpelle vivement et doit nous inciter à changer radicalement nos pratiques et comportements dans l'occupation des espaces, notamment des zones à risque. La création de l'Agence nationale de la protection civile est une réponse adéquate à ce défi qui permet au gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence,
M. Faure Essaouna Gnassingbé, de mettre efficacement en œuvre sa politique en matière de protection civile au bénéfice des populations vulnérables. Sa mission principale est d'assurer la coordination de l'ensemble des actions de prévention, de gestion des situations d'urgence et de catastrophes sur le territoire national. Ce défi de la réduction des risques de catastrophes reste transversal et nécessite une coordination de tous les acteurs. La célébration de cette année constitue une opportunité de plus pour promouvoir les meilleures pratiques dans tous les secteurs afin de réduire l'exposition aux risques et aux pertes et renforcer la résilience des couches vulnérables. Nous sommes jeudi et il est encore présent sur ce plateau. Je veux parler de Claude Dama pour la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, c'est Massi de Sokodé contre AS Togo Port. Elle se présente l'affiche de la Super Coupe du Togo. Effectivement, Anita, AS Togo Port, championne de la saison 2016-2017 et son dauphin Massi de Sokodé vont se retrouver dimanche à 15h au stade municipal de Lomé pour ce choc de la Super Coupe du Togo. Déjà ce matin, les organisateurs ont annoncé les couleurs de l'événement par une conférence de presse en présence des deux équipes, Jean Kofi et Didi. Du Togo saison 2017-2018. La confrontation qui marque le début de la nouvelle saison sportive opposera Massi FC de Sokodé, vice-champion en titre, vainqueur de la première édition l'année dernière, à l'Est Togo Port, champion en titre. Chacun des deux clubs qui se connaissent déjà à travers le championnat D1 reste serein pour la bataille. Massi est un grand club, même si nous ne sommes pas levés un peu tôt, c'est pour vous dire ici que l'équipe est tout à fait prête. L'effectif très compétitif, je vous dirais. Et puis, ça, vous savez, c'est une super coupe qu'on doit toujours garder. C'est pas vraiment normal qu'on laisse aller vers le camp de AS Togo Port. C'est pas possible. Et le dimanche, vous allez voir une nouvelle équipe de Massi. Massi, c'est pas une petite équipe. Massi, c'est notre grand frère. Je suis sûr que nous allons voir un beau football dimanche parce que tous les rencontres que nous avons livrées, que ce soit à Lomé, à Sokodé, ça n'a pas été facile pour nous et pour eux. Mais nous sommes confiants. Notre staff technique qui a fait un travail de recrutement, nous nous préparions pour, quand je dis nous nous préparons pour, c'est pour remporter cette super coupe, pour montrer à tout le public togolais que AS Togo Port, cette année, est encore présent. Côté organisation, l'équipementier Sergio Sport, promoteur de l'événement, se dit prêt. La fête sera donc belle. La Super Coupe se joue dans tous les pays et on a jugé nécessaire de faire cette proposition ici aussi entre le champion en titre et le détenteur de la Coupe du Togo. Et normalement, et comme cette année on n'a pas eu la Coupe du Togo, la fédération a décidé que ce soit le vainqueur de la Super Coupe de l'année dernière, qui est en même temps deuxième du championnat national, qui va remplacer le détenteur de la Coupe du Togo. Donc tout va bien, tout se passerait bien. On invite le public à sortir massivement pour venir supporter, accompagner les deux équipes et nos joueurs, les motiver. Le trophée mis en jeu est une enveloppe de 2 millions de francs CFA ainsi que des mini-trophées pour le club vainqueur. Médaille et une enveloppe de 1 million de francs CFA pour le finaliste. Guy de Massi et de l'AS Togo Port partira avec la Super Coupe. Réponse à l'issue du duel prévu ce dimanche au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Et Claude, bouclons cette page avec du Scrabble, un sport cérébral qui a drainé samedi les praticiens à l'Institut Goethe pour l'ouverture de la saison 2017-2018. Il s'agissait pour le bureau exécutif de la Fédération togolaise de Scrabble de réorganiser son tableau de charge et de mettre l'accent sur la pratique de la discipline à la base. Reportage Martin Sandani, Mankoubi, Chérif. L'ouverture de cette saison 2017-2018 a été marquée par une compétition qui a regroupé 34 joueurs de 6 clubs, notamment le Scrabble Club de Nukafu, Jaguar, Lettres d'Or, Ménage Club de Baguida, Ange et le Scrabble Club du lycée. Il y aura beaucoup de nouveautés. Il y aura beaucoup de nouveautés au cours de la saison, étalé jusqu'à fin août ou fin juillet. Donc il y aura le championnat national, il y aura des matchs amicaux, il y aura le championnat interclub, il y aura des tournois internationaux comme le championnat d'Afrique qui va se dérouler en mars-avril au Sénégal.
et aussi le mondial qui se déroulera au Canada dans le mois de juillet. Voilà à peu près les grands axes du calendrier de cette année. Pour cette nouvelle saison, le bureau exécutif de la Fédération togolaise de Scrabble entend relever plusieurs défis malgré les difficultés. Les difficultés, c'est les moyens financiers, parce que jusqu'alors, on a toujours dit que l'État togolais ne nous a pas encore reconnu comme fédération en tant que telle. Et nous sommes en train d'y travailler pour pouvoir répondre aux exigences du CNOT pour que nous puissions être reconnus et que de cette façon, on puisse avoir une ligne de crédit ou un soutien financier pour pouvoir bien travailler. Avant la fin de la saison passée, on a déjà créé certains clubs à l'intérieur du pays. Au cours de cette saison, nous aurons à peaufiner ces clubs-là, à les enregistrer afin que ces clubs créés à l'intérieur puissent avoir des récépissés et que nous puissions joindre tous ces récépissés à ceux de Lomé pour pouvoir répondre, comme je l'ai dit tantôt, aux exigences de CNOT. On n'a pas de sponsor. C'est le président qui fait pratiquement tout. Donc on a besoin de beaucoup d'appui, surtout du gouvernement, si je puis le dire. Donc, pour que le Scrabble puisse être connu. Le Scrabble est un jeu de société combinant les jetons de lettres en mots. Oui, Claude. Oui, Anita, voilà tout ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive au plan national. Samedi, Alfred Colani et ses invités retrouveront donc les passionnés de la première ligue anglaise à travers Direct Foot. Merci Claude et à jeudi prochain. Et ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.